Bismillah. Bonjour, aujourd'hui on va faire les amibes libres. C'est un cours qui est plus ou moins particulier. Ça fait partie des amibes. C'est des protozoaires rhizopodes qui peuvent accomplir la totalité du cycle dans le milieu extérieur. Donc même elles peuvent vivre. Elle, elle se présente de façon autonome dans le milieu naturel parce qu'elle n'a pas besoin d'un hôte, donc elle peut vivre indépendamment d'un hôte. Elle est pathogène pour l'homme. On parle de la capacité d'amphibioïdie, c'est-à-dire elle peut vivre de façon autonome dans le milieu extérieur et elle peut se multiplier et vivre normalement sans hôte. Bon, pour certaines amibes, telles que Acanthamoeba, donc, ils ont un comportement opportuniste. La plupart, et généralement, ces amibes, quand on parle d'amibes, ces amibes libres sont pathogènes, ils donnent des atteintes redoutables. Ces atteintes, généralement de localisation cérébrale. Et ça, c'est pour cela, on parle de pathogénicité très élevée, morbidité très importante, parce que ça peut causer du patient. C'est très redoutable. Avec, bien sûr, d'autres aspects cliniques qui sont différents. On peut retrouver comme aspect clinique les kératites. On peut avoir des atteintes pulmonaires comme on peut avoir des atteintes cutanées. Donc, tout dépend de la localisation et s'il y en a une lésion à côté. On a trois genres qui sont principalement inclus dans ces amibes. C'est Negleria, Acanthamoeba qui sont anciennement connus comme mangeuses du cerveau parce que l'atteinte elle est primordialement cérébrale. On a un autre genre, c'est Balamutia, qui est inclus dans la pathologie humaine. Sur le plan taxonomique, on a plusieurs, maintenant, on a plus de trois genres inclus. On a Acanthamoeba, Balamutia qui font partie des Acanthamibées, pardon. On a c'est Sapignon. Voilà de façon récapitulative, qu'est-ce qu'on a selon la classification ici. Comme vous le savez, en matière de parasitologie, la classification, elle est très importante. Donc, pour connaître, on est devant quel parasite. Maintenant, ces parasites, ces animaux, ils font partie des protozoaires et des rhizopodes. Pourquoi ils font partie des rhizopodes? Parce que c'est des parasites unicellulaires qui se déplace à l'aide d'un pseudopode. Donc, il y aura une émission d'un pseudopode, ou bien pour certains, on parle de lobopode et pour d'autres, on parle de phylopode. On va voir selon l'aspect de ce pseudopode, on aura les différentes espèces, les différents genres. Donc, pour les genres qui sont inclus, on, à tête de quand on parle de prévention en deuxième classe, c'est Acanthamoeba. Il y en a plus de 20 espèces incluses dans la pathologie humaine. On a aussi Balamutia, Sapina et dernièrement Paravancanphia qui est dernièrement ou bien récemment décrite. C'est comme vous voyez ici, on a Negleria, Fowleri, Acanthamoeba avec les différentes espèces, mais la plus connue c'est Acanthamoeba castellani. On a Balamutia Mondrilaris, Hartmanella, Sapigna et Paravancampia. Ça, c'est les genres et les espèces les plus incriminées dans les maladies dues aux animaux libres ou bien les pathologies qui sont bien sûr très redoutables et très importantes par ordre de fatalité pour l'hôte qui l'être humain. Généralement, on dit qu'elle peut vivre dans le milieu extérieur, elle ne dépend. Mais si elle affecte l'homme, elle est très pathogène. Donc, on va passer à la morphologie, qui est, on a une morphologie plus ou moins commune pour tous les genres et toutes les espèces. C'est une
fait partie des anibes, donc on a une forme qui est aniboïde, avec un seul noyau dans les espèces, on aura de ces anibes. Donc elles se déplacent grâce à ces lobopodes ou bien pseudopodes, par l'émission de ces pseudopodes. Donc elle a un système aussi vacuolaire qui est plus sous deux formes. Toutes les anibes libres existent sous deux formes, soit trophozoïdes, soit une forme kystique. Mais juste pour Naegleria que ça se diffère. On a trois formes. Une forme trophozoïde qui est la forme végétative. On a une forme kystique qui est la forme de résistance et de dissémination. Et on a une autre forme qui est réversible. C'est la forme flagellée. C'est une forme qui est très transitoire, qui passe rapidement. C'est-à-dire, elle peut revenir du genre, elle revient à la forme végétative aniboïde. Donc, c'est juste dans quelques conditions qu'on peut avoir cette forme. Donc, quand on parle de forme végétative de Naegleria fowleri ou bien de trophozoïde de Naegleria, il est caractérisé par les lobopodes, c'est-à-dire l'émission de ces pour qu'ils se déplacent en un comme quand on parle des anibes, on a des pseudopodes. Pour les flagellés, on a des flagelles. Ces anibes libres, on a ces des pseudopodes qui sont caractérisés par leur mouvement, un mouvement en bouillonnement. On parle de logopode. Comme vous voyez ici, c'est comme si un bouillonnement se mouvement. Et bien sûr, on a un seul noyau avec un karyosome qui est au centre. Bon, et c'est une forme de multiplication dans les lésions et au niveau aussi du milieu extérieur. Pour la forme flagellée, c'est une forme qui est transitoire, qui ne reste pas beaucoup. C'est dans certaines conditions. On la voit surtout dans les milieux liquides. On trouve cette forme flagellaire. Donc, elle est caractérisée par la quatre flagelles et un seul noyau. Elle est très réversible. Dès qu'il y en a des conditions défavorables ou bien une déshydratation du milieu, elle se transforme en forme végétative carrément. Ou bien s'il y en a, bien sûr, la forme végétative, elle peut se transformer en forme kystique en cas de, bien sûr, de conditions défavorables, telles que ce schéma-là. C'est quand vous voyez, on peut faire ce test d'exflagellation. Comment? Donc, on va mettre bien sûr, c'est dans les milieux de culture. Dans les milieux de culture, donc on va assurer cette forme flagellée par l'ajout de l'eau stérile dans le milieu de culture. Donc, on va laisser 1 à 2 heures pour voir cette forme-là avec les 2 flagelles ou bien les 4 flagelles. C'est une forme qui est plus ou moins allongée. Donc, dans un milieu qui est liquide, flagellaire. Dès que le milieu sera déshydraté, cette forme se transforme en forme végétative, en forme trophozoïde. Donc, avec la caractéristique, c'est la présence de pseudopodes avec un mouvement en bouillonnement. Si bien sûr les conditions, ça sera beaucoup plus défavorable, donc on aura la transformation de cette forme en forme de résistance et de dissémination, c'est la forme kystique. On passe à Acanthamoeba, qui est d'ordre beaucoup plus fréquent que les glériens, mais c'est-à-dire la pathogénicité est plus ou moins diminuée par rapport à Naegleria, mais elle est beaucoup plus fréquente. On parle ici de deux formes, la forme trophozoïde, qui est la forme végétative, et la forme kystique. La forme végétative ici, ou bien la forme trophozoïde, elle est caractérisée par quoi? C'est par l'émission aussi de phylopodes. Ici, on parle de philo, c'est caractérisé par leur forme en épingle, comme si elle est. On parle de phylopodes en épingle. C'est pour Acanthamoeba. Bon, pour la forme kystique, elle est très caractéristique ici. Vous voyez qu'elle est polygonale. Alors, quand on parle de forme kystique pour Naegleria fowleri, c'est une forme qui est arrondie avec une paroi lisse. Mais qui caractérise cette forme par rapport aux autres, elle a
une double paroi qui est très régulière, avec la présence de pores. Pourquoi il y en a des pores? Elle est percée par deux pores. Pourquoi elle est percée de pores? Parce que ces pores, ça donne, bien sûr, l'accessibilité au désenquistement. C'est-à-dire pour qu'elle pourra avoir la possibilité de se transformer rapidement, elle peut se transformer en pseudopode. Ça vient grâce aux pores qui sont percés dans sa paroi. Pour les acanthamoeba, on a un kyste qui est polygonal, comme s'il est étoilé. Donc, cette forme aussi, elle a bien sûr, une caractéristique, c'est quoi? Quand on parle bien sûr, de ces angles concernant la forme étoilée, c'est la partie où il y en a la présence d'hostiles. C'est quoi l'hostile? C'est des pores. Donc, c'est la jonction entre l'ectoplasme et l'endoplasme. On aura des pores, on parle d'hostiles. Par exemple, pour Acanthamoeba castellani, on trouve 7 hostiles, c'est-à-dire 7 pores. Elle a une forme qui est, comme vous voyez, c'est une forme de résistance de dissémination, elle résiste même au froid et aux agents. Donc, ces deux formes, on peut les trouver dans les tissus et dans les lésions aussi, chez les patients infectés. Pour Balanitia, on a des trophozoïdes en forme d'araignée, avec un seul noyau. Des fois, on trouve plus, mais généralement, la plupart du temps, c'est un seul noyau avec un gros caryosome et c'est une forme en araignée. Vous voyez l'émission de pseudopodes comment ils sont. Ça donne cette forme et ce mouvement d'araignée. Pour la forme kystique, elle est caractérisée par le triple paroi. C'est une forme aussi arrondie. Elle ressemble à celle de Naegleria, mais elle a une triple paroi. Par contre, Naegleria, elle a une double paroi. Pour Sapinio, elle est caractérisée par la présence de deux noyaux. C'est comme vous voyez ici. Et la forme kystique, elle est arrondie. Elle présente des phylopodes, des prolongements. C'est des pseudopodes en prolongement, avec un kyste qui est sphérique et lisse. Quand on parle d'amibélibres, on cherche toujours leur biotope. Pourquoi? Parce que si on parle d'amibélibres, c'est un risque accru d'avoir des atteintes cérébrales. Donc, on doit prévenir avant. Donc, c'est pour cela, c'est-à-dire on parle, c'est surtout en période d'été. Pourquoi la période d'été? Parce que c'est de l'eau stagnée. Généralement, c'est de l'eau stagnante. Même si on parle de piscine, mais ce n'est pas de l'eau courante. Soit même des eaux thermales. Toujours, si on parle de mares, par exemple, ou bien des piscines, c'est c'est de l'eau qui est ensoleillée, donc elle est réchauffée, ce qui donne la multiplication et bien sûr, les facteurs de ces parts. Même il y en a qui décrivent la présence des améblyes dans l'Antarctique, c'est parce qu'elle peut résister au froid. Mais c'est surtout quand on parle d'amis libres, c'est la période d'été, c'est les mares, bien sûr, c'est la notion de baignade dans des lacs, des rivières. Il n'y en a pas vraiment de l'eau courante, avec bien sûr le soleil, et c'est de l'eau qui est réchauffée, qui donne la possibilité de la multiplication de ces parasites. Donc, on donne des exemples de Naegleria fowleri et Acanthamoeba. Quand on parle de Naegleria, c'est surtout dans les piscines, d'autres piscines qui sont pas traitées. Même si vous voyez, par exemple, quand on est à la plage, il y en a ou bien même dans des qui sont plus ou moins rurales, ils font, pour bien sûr se prendre une douche, ils font juste des bassines pleines d'eau et bien sûr en face du soleil. Ça sera comme si c'est de l'eau réchauffée. Mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que ça donne bien sûr la possibilité de la multiplication de ces animaux. Tant qu'il y en a de l'eau stagnante réchauffée, ça donne la multiplication des amibres.
Donc, on peut la retrouver partout. Elle est thermotolérante. Comment peut-on dire ça? Parce qu'elle est généralement, elle se multiplie très bien à, à la température 37 degrés. C'est-à-dire, moins il y aura des difficultés de, bien sûr, de multiplication et plus elle ne peut pas trop résister. Donc, c'est pour cela on parle de thermotolérance. En même temps, les pistes de Negleria sont trop sensibles à la. Par contre, si on parle d'Acantameba, Acantameba, elle est plus répandue sur la planète. On peut la trouver partout, partout. Dans de l'eau douce, des rivières, l'eau stagnante, l'eau de baignade, c'est partout. Et en même temps, elle résiste même à la dessiccation. Donc, elle n'est pas influencée par la température. C'est pour cela, il y en a des études qui ont révélé qu'il y en a plus de 80% des sujets qui sont asymptomatiques, qui sont porteurs d'Acantameba ou bien des porteurs d'anticorps d'Acantameba, mais ils sont asymptomatiques. Il n'y en a aucune symptomatologie, sauf bien sûr chez les gens qui sont fragilisés où il y en a des facteurs de risque. Donc, pour Naegleria, comment peut-elle se transmettre? Donc, à l'occasion de baignades, généralement, c'est des baignades dans de l'eau douce qui est réchauffée, piscine, des mares. Donc, et même, comme j'ai dit, il y en a des genres de bassines euh, ensoleillées. Et quand on parle d'amis libres, c'est surtout la saison d'été. Parce qu'on parle d'eau douce qui est réchauffée. Même dans les piscines qui sont pas traitées. C'est au cours de toute l'année, mais c'est surtout on parle de réchauffement, c'est surtout par rapport la saison d'été. Donc, la porte d'entrée de Negleria, c'est par les narines, par les fosses nasales. C'est-à-dire, elle va le disséminer à travers le trajet olfactif. Elle va commencer par là, c'est-à-dire, on va aspirer lors d'une baignade, bien sûr, dans de l'eau douce qui est infestée par en aspirant de l'eau. Donc, ça passe par les narines et ça peut diffuser et aller jusqu'au cerveau et ça va endommager vraiment le cerveau, c'est-à-dire la partie où il y aura la localisation et induire la mortalité du patient. Pour la contameba, généralement, elle est asymptomatique, sauf pour certaines personnes, des sujets qui sont fragilisés. Quand on parle de sujets fragilisés, soit c'est des immunodéprimés, soit des gens qui prennent de la corticothérapie à long cours. Euh, et en même temps, il y en a un autre volet, c'est pas juste par rapport aux sujets qui sont fragilisés, aussi par rapport aux immunocompétents, mais qui sont porteurs de lentilles. Donc, on parle de lentilles de contact, mais ces lentilles qui sont mal entretenues. Comment peut-on expliquer ça? Généralement, pour les gens qui sont porteurs de lentilles, on a pour l'oubli, des fois, ils vont rincer avec de l'eau de robinet. Des fois, l'eau de robinet, elle est infestée par les anis. Donc, ça peut entraîner donc, non seulement chez les gens fragilisés, ça peut induire une encéphalopathie, mais chez les porteurs de lentilles, ça peut induire aussi des kératites. C'est pour ça qu'on a dit il y en a plusieurs aspects cliniques. La porte d'entrée elle peut être cornéenne, parce que c'est lié au microtraumatisme par le port de lentilles. Et ça peut aussi lier à des plaies. Donc ça peut être pénétré par ces plaies et même par, bien sûr, par voie nasale. Et c'est surtout, ça va affecter la partie respiratoire basse, la voie respiratoire basse. Et la dissémination ici, ça se fait par voie hématogène. Par contre, pour Naegleria, c'est de proche en proche. Ça va être à partir des narines, puis ça va se disséminer tout le long du trajet olfactif
pour y aller au cerveau. Par contre, pour Acanthamoeba, ça se suit par la voie hématogène pour qu'il y aura une atteinte cérébrale. On passe au cycle évolutif, c'est-à-dire on parle ici de cycle de survie de ces amibes. Comment peut-on être infecté et comment ça peut donner, ça peut donner comme quoi, comme conséquence. Donc, généralement, pour euh, Foley, elle est contractée suite à une baignade dans de l'eau réchauffée, comme on a dit. C'est dans les mares, dans les marais, dans les lacs, dans de l'eau douce, stagnante, réchauffée, surtout en période d'été. Donc, lors de cette baignade, donc, il va être infesté, l'hôte, il va être infesté par les amibes. Ils vont pénétrer par les fosses nasales. Ils vont traverser la muqueuse nasale pour migrer et se disséminer tout le long de tout le long des nerfs olfactifs afin d'y arriver au cerveau. Et ça va créer de nécrose hémorragique avec une hypertension intracrânienne. Et l'évolution ici, elle est très rapide. Par contre, pour Acanthamoeba, donc comme vous voyez, donc, la forme de pénétration, elle est différente selon la localisation. Donc, selon, soit c'est une plaie qui est ouverte, soit par liée à des microtraumatismes au niveau oculaire, liés au port de lentilles, c'est-à-dire pour les gens qui sont porteurs de lentilles, le fait de porter et de, bien sûr, de les rincer et puis les remettre. Donc, ça peut créer des micro-traumatismes au niveau de la cornée et ça va bien sûr induire à la pénétration de ces amibes. Ainsi, même par voie moins d'ordre de fréquence moindre, c'est le passage nasal. Donc, c'est surtout ça se fait par voie cornéenne et par voie cutanée. Quand on passe par voie c'est une forme d'inflammation au niveau inflammation de la cornée. C'est une inflammation qui est profonde. Donc, ça peut donner cet aspect-là. Et le long de cette kératite, c'est-à-dire parce qu'il y en a un développement qui est long pour Acanthamoeba. Donc, ça peut donner, avec dissémination, bien sûr, par voie hématogène, ça peut donner aussi des lésions cérébrales. Et même par voie cutanée, on peut trouver des lésions cutanées. On va aller voir des nécroses. Ça peut causer des nécroses acheminées dans la peau. On parle d'acanthamébose cutanée et en même temps, elle peut se disséminer et donner des lésions cérébrales qui sont très redoutables. Et on peut avoir aussi d'autres formes parce qu'elle peut affecter les voies respiratoires basses. Donc, bien sûr, simple affection pulmonaire due à un canton béba, bien sûr. Et pour les lésions cérébrales, sont vraiment, vraiment très redoutables. C'est vrai, c'est lent, mais c'est trop fatal pour le patient. Et pour Acanthamoeba, on peut avoir la contamination par les deux formes, soit kystique ou bien trophozoïde. Par contre, si on parle de, comme vous voyez ici pour Naegleria, c'est juste la forme trophozoïde pour infecter l'homme. Pour Banamutia aussi, c'est les deux formes peuvent infecter l'être humain. C'est par les deux volets, soit par voie nasale, soit par la voie cutanée. Bien sûr, liée à une lésion cutanée ou bien une lésion, c'est-à-dire une plaie ulcérée au niveau de la cutanée, purement cutanée, ou bien par donc on aura la pénétration de soit du trophozoïde, soit le kyste. Et ça peut être bien sûr aussi incriminé dans l'atteinte du tractus respiratoire inférieur. Et même, elle passe par voie hématogène afin de créer des lésions cérébrales.
Pour Acanthamoeba et Balamycia, c'est les mêmes lésions cérébrales. On parle de formes d'encéphalite granulomateuse amibienne. Par contre, pour Naegleria, c'est la méningo-encéphalite amibienne primitive. Par contre, pour Naegleria et Balamycia, c'est l'encéphalite granulomateuse amibienne. Et pour les deux formes, ces deux formes sont fatales pour la on peut être infesté par ces amibes. On parle donc d'aspects cliniques, des entités cliniques. On a 5 entités cliniques. Et principalement, il y en a deux qui sont très redoutables, ces deux-là. C'est la méningo-encéphalite amibienne primitive due à Naegleria fowleri, c'est l'atteinte cérébrale. C'est la nécrose plus l'hypertension intracrânienne directement, c'est-à-dire ça induit directement des lésions. C'est rapide, quand vous avez vu la pénétration, elle est nasale et c'est rapidement qu'elle va bien sûr affecter le cerveau et elle va donner des lésions cérébrales d'ordre nécrotique et hémorragique, d'où ça peut donner comme conséquence une hypertension intracrânienne. Pour Acanthamoeba et Balamycia, ça donne la première, elle est rapide et mortelle. La deuxième, elle est lente dans l'évolution, mais aussi elle est fatale et elle peut causer le décès du patient. Donc ici, c'est la dissémination hématogène, on a dit, pour la deuxième. Et pour la première, c'est la dissémination par les nerfs olfactifs. Pour le troisième aspect qui est très fréquent et qu'on le voit fréquemment, on a dit surtout chez les porteurs de lentilles qui rincent leurs lentilles à base de l'eau de robinet. Même s'il fait une seule fois, il va rincer ses lentilles avec de l'eau de robinet ou bien une baignade avec des lentilles, ça peut causer une kératite amibienne. Et à l'encours, si elle n'est elle peut causer une encéphalite granulomateuse amibienne. Parce que c'est le même agent qui est responsable. C'est la contact comme vous voyez. Et ça peut donner une dissémination hématogène. Il va y aller jusqu'au cerveau. Donc, d'une forme plus ou moins bénigne, elle va peut-être donner ou bien engendrer une forme très grave. On a d'autres formes, telles que les infections cutanées, Acanthamoeba et Abalamycia. Quand on parle d'Acanthamoeba, c'est surtout des sujets qui sont immunodéprimés, des sujets fragilisés. On parle d'acanthamébose cutanée. Et on a d'autres qui sont d'ordre beaucoup plus moins fréquent et c'est bénigne. C'est des infections bénignes. C'est des infections oraux ou bien otorhinosinusiens. Ou bien on peut avoir aussi des infections pulmonaires à Acanthamoeba et Balamycia. Comme vous avez vu, il y en a une pénétration et bien sûr un trajet vers le tractus respiratoire qui est inférieur. C'est pour cela ça peut expliquer les infections pulmonaires. Mais ce qui est, et je répète encore, c'est la forme la plus redoutable, c'est le méningoencéphalite amibienne. Pourquoi elle est redoutable? Pourquoi elle est difficile? On va voir comment. Elle affecte surtout les sujets jeunes entre 8 et 27 ans en bonne santé, c'est-à-dire c'est des immunocompétents, et c'est surtout en période d'été. On a dit pourquoi la période d'été? Parce que c'est des gens qui vont se baigner dans des lacs de l'eau stagnante qui sont ensoleillés, où il y en a la multiplication des trophozoïdes de ces animaux, de Naegleria fowleri. Donc, à l'occasion d'une baignade en saison d'été, 4 à 5 jours
cette la stigmatisation qui, c'est des gens qui risquent leur vie, c'est-à-dire ils peuvent se baigner dans les mares et les lacs qui sont réchauffés. Donc, c'est des jeunes, c'est des immunocompétents, période d'été, et donc, on pourra avoir directement la symptomatologie à peu près 4 à 7 jours après cette baignade. La symptomatologie, elle est indiquée par quoi? Par le syndrome méningé. Directement. Elle est très intense, elle est trop violente, c'est une douleur qui est très violente, avec une fièvre très élevée, entre 38 et 40 degrés, des vomissements engés, raideur de la nuque, ça peut y aller jusqu'à la convulsion. On peut, bien sûr, la description d'un syndrome méningé, c'est par les trois signes, raideur de la nuque, vomissement et des céphalées intenses. Même des fois une photophobie. On peut parler de la photophobie. Ici, ça peut y aller jusqu'à la convulsion et durant les 48 heures, le patient passe en coma. Sans savoir, déjà, quand on parle d'un jeune, des fois, on sait pas même pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on sait pas même pas il a baigné ou pas. Parce qu'on ne pourra pas avoir un interrogatoire au complet. Directement, le patient, quand il vient à l'hôpital, il vient avec ce sujet et directement c'est le comment. Et on ne sait pas. Donc le fait de donner le diagnostic, le fait de trouver la cause de ce syndrome méningé, on vient de risquer de perdre notre patient. Et presque plus de 80%, il y en avait la mortalité du patient. Généralement, le diagnostic, il est post-mortem. Pour Acanthamoeba et Balamutia, ils vont induire quoi? L'encéphalite granulomateuse amibienne. C'est vrai, elle n'est pas très rapide par rapport à méningo-encéphalite, mais quand même, euh, les conséquences sont fatales, les conséquences. Donc, c'est la symptomatologie presque, elle est la même que Negrerian, c'est le syndrome méningé qui intervient, mais l'infection ici, elle est plus ou moins lente et l'évolution, elle est chronique. C'est surtout quand on parle de système cérébral, parce qu'on a dit, quand vous avez vu la voie pénétration et modulation, il diffère par rapport à celui de Negrerian. Ici, c'est par la voie hématogène et ça va prendre plus de temps. On aura apparition du syndrome, l'incubation. Donc, l'incubation, ça va rester beaucoup plus de temps. L'apparition de ce syndrome méningé, bien sûr, qui est caractérisé par des céphalées violentes, la fièvre et les vomissements avec des troubles sensitivo-moteurs. Donc, on aura aussi des troubles de conscience après bien sûr, la phase de coma qui dépasse les 15 jours, puis 2 mois, en absence de traitement et en absence de bon diagnostic, on aura la mortalité du patient. Pour les kératites amibiennes, c'est dû à Acanthamoeba. Donc, c'est spécifique. Quand on parle kératite, comme c'est la méningoencéphalite, c'est juste Negliera. Pour la kératite amibienne, c'est juste Acanthamoeba qui infecte, bien sûr, la partie oculaire. Ça commence par la cornée, par des microtraumatismes de la cornée. C'est des lésions qui sont ulcérées. Puis, bien sûr, il y aura apparition de la rougeur, baisse de l'acuité visuelle, d'installation brutale. Donc, et c'est surtout, j'ai dit les caractères amibiennes, ça se voit chez les porteurs de lentilles. C'est pas chez les gens normaux. Les porteurs de lentilles, c'est surtout, c'est, bien sûr, c'est des patients qui sont immunocompétents. C'est pas des gens qui sont fragilisés. Par contre, si on parle, par exemple, on a parlé d'encéphalite granulomatoseuse. Quand on parle d'Acanthamoeba, ça affecte beaucoup ici. C'est surtout les immunocompétents porteurs de lentilles. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? On aura une douleur excessive parce qu'il y aura une ulcération de la cornée qui est profonde avec perforation. Donc, ça, bien sûr, on doit euh, prendre en charge rapidement le patient pour ne pas avoir la dissémination
vers l'encéphale. Donc, on doit traiter le plus tôt possible. Donc, c'est les facteurs de risque ici, il y en a deux volets. C'est des microtraumatismes induits par le port de lentilles et le rinçage de lentilles par l'eau de robinet viennent de permettre l'adhésion des amyloïdes des trophozoïdes à la surface de la cornée. Donc ici aussi c'est un début qui est brutal et même une photophobie, la rougeur et comme vous avez vu, une ulcération de toute la cornée. Quand on parle d'infection cutanée, on a les deux, Acanthamoeba et Balamutia mandrillaris. Je vais commencer par la moins fréquente. Balamutia mandrillaris, on a une seule lésion cutanée. Par contre, pour Acanthamoeba, il y en a plusieurs. La localisation, généralement, elle est localisée la plupart du temps sur le visage. Ou bien, maximum, c'est le membre supérieur, avec des plaques qui sont indolores et évoluant vers l'ulcération. Pour acanthamoeba, d'où son nom acanthamébose cutanée, c'est plusieurs lésions cutanées. Ça peut se retrouver dans le trou et dans tous les membres. C'est une infection qui est infection immunodéprimée par le sida. Donc, généralement, l'aspect clinique, il est très différent. On peut trouver des papules, comme on peut trouver des nodules érythémateux, mais qui sont, qui se nécrosent après. Ils ont un bourrelet nécrotique et avec une zone qui est inflammatoire, extensive. On peut parler aussi d'une lymphangite parce qu'il y en a tout à fait un acheminement et un trajet de ces lésions cutanées. Généralement, on peut faire le diagnostic il est fait par une biopsie cutanée et le traitement il est simple, c'est un traitement qui est local par chlorhexidine et kétoconazole. Pour les autres manifestations cliniques, en récapitulant, pour les deux espèces, ou bien pour les deux genres, pardon, pour accompagner comme aspect clinique. On a la forme la plus redoutable, c'est l'encéphalite granulomateuse annuelle due à une dissémination hématogène. On peut avoir les infections cutanées, comme vous avez vu, c'est surtout par rapport lié à une lésion ou bien dans la peau, des infections induites par la colonisation du tractus respiratoire inférieur. On aura une toux dyspnée et des douleurs thoraciques. On a bien sûr, d'aspects cliniques trop moins fréquents. C'est les infections otorhinocynisiennes, les sinusites avec écoulement clair ou bien une ulcération des otites qui sont chroniques. Et euh, qui est spécifique à la contamineba, c'est la kératite amibienne. Ils sont des immunocompétents. Généralement, Acanthamoeba, elle a un comportement opportuniste. Elle affecte beaucoup plus les sujets immunodéprimés d'ordre sérologie positive, c'est-à-dire c'est surtout pour les VIH positifs. Le diagnostic, comment il est? Donc, quand on parle d'amies libres, c'est l'alerte. C'est l'alerte. C'est un diagnostic dur libre à travers quoi? Parce que je sais, généralement, quand on envoie un patient à l'hôpital avec un syndrome méningé, on peut penser à tout sauf les amies libres. Parce que les amies libres, bien sûr, sont d'ordre beaucoup plus rare, exceptionnel. Mais pour le syndrome méningé, il ne faut pas épargner un, une cause d'ordre d'amie libre, soit Négléria, soit Acanthamoeba. Si c'était brutal, c'est surtout Négléria. Donc, on doit essayer de faire un autre diagnostic dans ce volet-là. C'est-à-dire, bien sûr, c'est un diagnostic qui est
rassembler, on doit faire le tout en même temps à la recherche de c'est-à-dire et bien sûr les amis libres. Comment peut-on accéder à ce diagnostic qui est un diagnostic d'urgence? On doit faire des prélèvements de priorité. Qu'est-ce qu'on a comme prélèvement de priorité? On a un syndrome ménager. Qu'est-ce qu'on pense? On doit penser à un LCR. NLBA, si on a bien sûr bien sûr, ta dissémination par voie hématogène, mais ça reste en dernier lieu. Oculaire, si on a une kératite, si on a une atteinte oculaire, on pense au grattage de la cornée, biopsie de la cornée. Et bien sûr, qui n'est pas évident, le diagnostic qui n'est pas évident et en même temps très difficile pour le patient, c'est la biopsie cérébrale. Et généralement, ce diagnostic, ça se fait en post-mortem. Donc, c'est très difficile. Et bien sûr, s'il y en a des personnes qui sont porteurs de lentilles, on demande toujours l'adressage de lentilles acheminées au laboratoire, ainsi les lentilles, pour faire l'examen. Quand on parle de diagnostic surtout en matière biologique, à partir d'un prélèvement, on passe un examen direct, puis une culture. Et voilà comment peut-on accéder. On peut avoir notre SCR, c'est-à-dire à partir d'une fonction lombaire, euh, on aura un SCR très purulent, on a une hyperprotéinorachie, une hypoglucorachie, parce qu'il est infecté de cellules, donc il est très riche, et c'est pour ça qu'il est très purulent. Pour les microtraumatismes oculaires, on demande un grattage de la cornée, sinon une biopsie cérébrale. Et pour les lentilles, on demande le liquide de lavage ainsi les lentilles afin de donner notre diagnostic. Donc, et on doit faire l'examen rapidement au laboratoire. Par exemple, si bien sûr, on reçoit du SCR, on laisse le tube décanté euh, en une période de temps pour laisser grimper la forme trophozoïde dans la paroi du tube du SCR. On va essayer de faire notre examen à partir des parois du tube et ainsi une goutte de SCR. Entre l'âme et lamelle, on vient de voir au microscope. Et généralement, on doit rechercher les formes. Lesquelles formes? C'est, en principe, c'est les formes trophozoïdes. On a dit juste pour raconter à mes qu'on a la forme kystique et trophozoïde. Par la mutia aussi. Pour Naegleria, il y en a juste la forme trophozoïde. Et c'est Naegleria qui donne la brutalité du tableau clinique. N'oubliez pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on cherche les trophozoïdes. On peut les connaître comment? On peut les connaître par l'émission de leur, soit des phylopodes concernant Acanthamoeba. C'est un mouvement en araignée, c'est Balamicien, et qui est le plus fréquemment retrouvé, c'est Nigleria par un mouvement en bouillonnement. C'est des pseudopodes, ou bien on parle ici de lobopodes, qui, qui sont, bien sûr, qui donnent un mouvement de bouillonnement avec un système vacuolaire rétractile et pulsatif qui est très caractéristique. Ça, c'est les éléments clés d'identification d'amibes libres. On peut aussi confectionner des frottis parce qu'à l'état frais, des fois, euh, c'est pas trop facile de les détecter. Si, par exemple, les trophozoïtes perdent leur mobilité, si on a juste des kystes, c'est pas trop facile. Avec si on a présent bien sûr d'autres cellules dans le SCR. Donc, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des frottis, on va les colorer. Les frottis colorés ou bien ça, le coton ou bien le trichrome, afin de bien voir, comme vous voyez ici, le noyau des, ici c'est négrade, les noyaux, bien sûr, des trophozoïdes, on a dit qu'il y en a
la présence d'un seul noyau avec un gros caryosome qui est central. Et en même temps de voir l'émission de voir les pseudopodes. Bien sûr, ils sont immobiles ici, mais quand on vient de colorer, on vient de voir l'aspect afin d'identifier l'amibe en cause. Mais c'est pas trop facile et on a dit que les trophozoïdes de Negrian sont thermotolérants. Et par contre, Acanthamoeba sont beaucoup plus résistants et sont plus répandus. C'est pour cela, c'est pas vraiment facile même de les identifier. C'est pas facile. Donc, pour les autres, quand on parle de coloration, de frottis colorés, on peut aussi faire un test d'exflagellation. C'est surtout par rapport à Naegleria fowleri. C'est-à-dire que ça peut nous aider. Si on suspecte vraiment Naegleria fowleri, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que dans les milieux liquides, on peut ajouter de l'ostérie et on va attendre 1 à 2 heures afin de voir la forme flagellée, c'est-à-dire la transformation de forme végétative en forme flagellée, qui peut bien sûr nous aider afin de faire notre diagnostic. Pour la culture, ça se diffère. Quand on parle de Naegleria et Acanthamoeba, c'est des milieux qui sont avec c'est des milieux nutritifs qui sont liés avec des substrats de substrats bactériens. Donc, afin de voilà nourrir ces animaux. Par contre, quand on parle de Balamutia, c'est de la gélose simple, c'est-à-dire on ne peut pas introduire de bactéries dans le champ. Donc, elle n'est pas dans la culture, elle n'est pas exigeante. Pour Naegleria, c'est une amie qui est exigeante. On a dit qu'elle est thermotolérante. Donc, l'incubation, ça se fait à 37 degrés. Par contre, à Acanthamoeba, à 27 ou à 30, ça peut passer. Donc, c'est des milieux de géleuses avec le produit, bien sûr, pathologique. Soit il s'agit d'une biopsie cérébrale, soit il s'agit de FCR. On peut faire notre culture. Donc, tout dépend, ou bien des lentilles, de l'équipe de lentilles. On peut faire, tout dépend de notre produit de prélèvement. On peut faire la culture pour rechercher, bien sûr, les trophozoïdes. Et pour Naegleria, bien sûr, on doit rechercher la forme flagellée pour l'identifier par rapport aux autres amibes. Donc, comment peut-on faire cette culture? On doit faire la lecture après 48 heures, puis tous les 4 jours pendant 3 semaines. Et comme vous avez vu, bien sûr, cette procédure, elle demande du temps. Et notre patient, il n'a pas le temps. C'est-à-dire le fait de rendre les résultats, déjà, on va perdre notre patient. Donc ici, c'est le pronostic vital qui est en jeu. C'est rare, même si on trouve le diagnostic, le patient, mais des fois il arrive tard ou aux urgences, par exemple, le fait de rechercher déjà la cause, il faut y penser à tout. Non seulement, c'est pas juste parasitologique, il faut y penser et faire un bon interrogatoire, surtout par rapport à la famille, parce que le patient, généralement, quand il vient aux urgences, c'est un patient qui est inconscient, comateux, avec un syndrome méningé, donc on peut jamais l'interroger. Et pour les autres techniques ou bien pour les autres examens diagnostiques, on a la PCR, la biologie moléculaire. Ça aide beaucoup pour identifier les souches pathogènes et c'est surtout pour Acanthamoeba et pour identifier les autres amibes libres. Mais ça aide pas pour le diagnostic. Sauf dans quelques cas, on va voir dans notre planche. Donc, si on a un examen direct qui est négatif et une culture négative. Et j'ai dit, et je redis, un examen, le fait d'attendre la culture négative, déjà, on risque de perdre notre patient. S'il s'agit bien sûr de Naegleria. Par contre, pour Acanthamoeba, ça peut donner quelque chose de faire le diagnostic histologique. C'est quoi le diagnostic histologique? C'est-à-dire à partir d'un pathologique, à partir des biopsies, on peut faire des colorations telles que la gomorécocote, gomorécocote, l'hématoctinine, le PAS,
l'acide périodique de Schiff. Donc, dans le cas de Naegleria, seulement, bien sûr, on a dit qu'on trouve le trophozoïde. On ne trouve pas de forme kystique. Ça, c'est dans les biopsies. Et c'est surtout ça se fait, bien sûr, c'est un diagnostic qui est post-mortem. Ça, c'est, bien sûr, c'est des figures et des photos de kystes d'Acanthamoeba dans, bien sûr, une biopsie cérébrale. Des